Yo, salut les radiateurs en cascade, bienvenue dans la deuxième partie de cet hommage à Brian Pillman, dans cette série consacrée aux catcheurs qui sont partis trop vite. On s'était quitté après le premier épisode avec Brian Pillman qui venait de devenir un mid-carder fiable pour les 7 prochaines années grâce à super performance contre Lex Luger lors de Halloween Havoc 1989. Et on va poursuivre sa carrière et son triste décès dans cette deuxième partie. Donc il est fiable à tel point qu'il gagne un montant tout à fait inhabituel pour un mid-carder. Il gagne 225 000 $ par an, c'est énorme pour l'époque. Et il cimentera encore son rôle avec l'un des meilleurs matchs de l'année 1992 lors de Super Bowl, une fois de plus, une fois de plus parce qu'on avait parlé de Super Bowl 6 dans la première partie, lorsqu'il affronte Joshin Liger lors du Super Bowl 2. Même si Pillman s'est totalement révélé en tant que heel, ce niveau de salaire n'est pas du tout du goût de Bill Watts, qui était le booker à l'époque, le boss de la WCW, et Bill Watts lui pose un ultimatum. Soit il re-signe un contrat avec un salaire à la baisse, soit il le vire. Pillman refuse. Ça j'aime, on aime ce style de panache. La punition, c'est qu'il va faire que des openers, et dans la plupart de ces openers, il va même perdre. Mais comme le mec, c'est pas un marque, qu'il n'est pas là pour son ego, qu'il n'est pas là pour dire qu'il est catcheur, c'est juste son taf, il s'en fout. Tant que vous me payez, moi je m'en fous si je suis main eventer ou si je perds dans les openers. Et donc forcément, Bill Watts et compagnie, ça les fait chier parce qu'ils pensaient que ce serait une punition, mais finalement, pour lui, c'est pas du tout perçu comme une punition. Et plutôt que de céder aux pressions internes pour céder à l'ultimatum, et bien finalement, il va même revendiquer ce statut de jobber le mieux payé de toute l'industrie du catch. Finalement, Pillman et la WCW trouvent quand même un terrain d'entente et Pillman sera mis en équipe avec Steve Austin en 1993. Ils vont former l'équipe des Hollywood Blondes. Alors, il est avec Austin en 1993. Et c'est vrai qu'initialement, Austin s'était plein de l'idée parce qu'il ne voulait pas être un catcheur par équipe. Mais les deux ont fini par vraiment former une formidable équipe avec un immense talent et surtout une amitié qui est née en dehors du ring, dans la vraie vie. Les deux catcheurs, les Hollywood Blondes, ils vont gagner les titres par équipe face à Ricky Steamboat et Shane Douglas en 1993, toujours en mars. Et malgré ce réel succès, il faut dire qu'ils sont vraiment très très over lors des house shows, la fête ne durera pas longtemps. Parce qu'après avoir quitté la WWE, lors du Raw du 25 janvier 1993, lorsqu'il a perdu face à Kurt Hennig, Mr. Perfect dans un Loser Leaves Town match, Ric Flair fait son retour à la WCW et ils vont commencer une feud Arn Anderson-Ric Flair contre les Hollywood Blondes qui va se solder par un formidable combat lors de Clash of Champions numéro 23 le 16 juin 1993 je crois, match absolument formidable, etc., mais qui fera une cote d'écoute absolument catastrophique, le pire de l'histoire, 2,6, et donc les gens se sont dit c'est à cause des Hollywood Blondes. Sauf qu'ils ne se sont pas demandé s'il y avait peut-être des éléments connexes, des éléments extérieurs qui ont fait que les gens n'ont pas regardé ce match, parce que lors des house shows, ils étaient méga over, donc voilà. Il fallait trouver un responsable immédiat à sanctionner. Eh bien, ces responsables, on est au pluriel, ce sont les Hollywood Blondes, parce que évidemment, c'est pas Flair ou Arn Anderson qui, selon les bookers de l'époque, aurait pu être la raison pour laquelle personne n'a regardé ce Clash of Champions 23. Donc les mecs sont dépouchés, Pillman est dépouché, il va faire un face turn, et cerise sur le gâteau, il se blesse au dos. Donc là c'est un petit peu la bérésina, il est off pendant assez longtemps, et il retournera sur le ring, alors que son contrat n'a plus que 18 mois. Se sachant dans un cul-de-sac en termes d'évolution, il décide de reprendre sa carrière en main, et c'est là qu'il va créer le personnage du Loose Cannon quelques mois après son retour suite à cette blessure. Il va commencer à balancer à Nitro, il va balancer lors des émissions de radio, il va commencer à se comporter très bizarrement en backstage. Tout le monde n'y voit que du feu et pense vraiment que le gars commence à péter les plombs. Il avait même songé à courir nu sur le terrain du Super Bowl de 1996. Il ne l'a pas fait, mais en tout cas, c'était dans ses idées. Même si dans le ring, comme je le disais, ça ne me convaincra jamais au niveau de son personnage, son attitude en dehors des shows est assez géniale au point de duper tous ses collègues de travail. Quelque chose d'assez dur à réussir, il faut en convenir. Il n'y avait que Eric Bischoff
et Kevin Sullivan qui étaient au courant à la WCW. Et ça n'empêchait pas Bischoff, par exemple, de dire devant les autres workers que Pillman ferait bien de se calmer avant qu'il ne soit viré. Et le tout va culminer, comme on le disait dans l'épisode numéro 1, lors de Super Brawl 6 dans ce Respect match face à Kevin Sullivan. Donc il dit « Je te respecte Bookerman », mais non seulement ça, mais il quitte la salle, il quitte l'arène et il quitte aussi la WCW prétendant être viré. En février 2000, ou mars 2012, j'avais fait un angle assez similaire à la HCW à Budapest en Hongrie. On avait fait un petit peu un truc de ce style. Peut-être qu'il faudrait que je remette la main sur cette vidéo et que je vous la partage parce que c'était un angle slash promo slash quitter la salle, etc. Et j'avais vraiment quitté la salle. Enfin bref, je vous en parlerai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En parallèlement, il avait conclu un accord avec la ECW. Enfin, c'est plutôt Pillman qui l'a conclu avec Paleman pour faire des apparitions à la ECW, donnant le dernier Stampfel, comme on dit, de légitimité au fait que Pillman a vraiment été renvoyé de la WCW. Et après, tout va très vite parce que Pillman ne catch pas à la ECW, il fait simplement des promos qui sont diffusés lors de Hardcore TV. Mais la WCW est déjà rattrapée par son besoin de bonnes audiences et désire battre le fer tant qu'il est chaud, et fait apparaître Pillman dans le public lors d'un nitro. Immense réaction de la foule, à tel point que cette réaction de la foule va donner l'envie à Hogan d'intégrer Brian Pillman à l'équipe des Heels lors de Uncensored 96. Donc Super Brawl 96 il part, on est en février, Uncensored c'est mars, tout va très vite, je veux dire, c'est pour ça que je dis tout va très vite, tout se passe en l'espace d'un mois, donc voilà. Mais il ne participera pas à Uncensored 96, qui est quand même un main event assez bizarre. C'est le Doomsday Death Cage Match of Doom, je sais pas quoi là. C'était un 2 contre 15, c'était Hogan et Macho Man d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait Ric Flair, Arn Anderson, Ming, Le Barbare, Lex Luger, le Taskmaster, donc Kevin Sullivan, The Gangsta et The Ultimate Solution. Bref, oui, bon, bref, on s'en fout. On va revenir à Brian Pillman. Donc le médecin de Pillman, à ce moment-là, justement, c'est lui qui s'est opposé à ce qu'il intègre le match de Uncensored 96 parce qu'il devait une nouvelle fois être opéré à la gorge. Le mec a quand même un passé médical assez lourd depuis toujours, bien avant son accident de voiture. C'est voilà, des fois il y a des destins comme ça qui on a l'impression qu'ils sont tout tracés, des destins un petit peu tragiques depuis la plus tendre enfance. Donc même si tout le monde savait qu'il ne serait pas présent lors du show, la WCW nous a fait un petit coup de publicité mensongère, WWE style, on va dire, en faisant la promo de Brian Pillman dans le main event jusqu'au pré-show. Donc même jusqu'au début du pay-per-view, les gens sont à la limite persuadés que Brian Pillman va faire partie du show. Il n'en est rien, comme on l'a dit il y a quelques instants. Et donc oui, Pillman, il est réellement perçu comme un taré, quoi, à tel point que quand il avait agrippé Bobby Heenan, qui commente lors du Clash of Champions 32, Bobby Heenan dit « What the fuck are you doing ?» directement en live, parce qu'il pensait légitimement que Pillman allait le blesser au cou, un cou qui était déjà endommagé, et le truc est tellement... Enfin, la réaction, elle est 100% légitime, à tel point que Bobby Heenan quitte la table des commentateurs, parce qu'il avait peur, et c'était un environnement de travail qui n'était pas du tout safe, comme il le dira un petit peu plus tard en 97, lors des incartades de la NWO. Mais bon, pour vous montrer que même au sein de ses pairs, tout le monde est persuadé que Pillman il a complètement basculé dans le côté obscur de la force. Et au niveau de son renvoi de la WCW, c'est un shoot. Ils ont fait le truc administrativement pour que personne en interne ne sache que c'est un work. Parallèlement à ça, Vince McMahon pense aussi que Pillman devient fou, parce qu'il l'avait croisé lors de la NAPTI, qui est une soirée. Alors la NAPTI, c'est National Association of Television Program Executives, c'est une association professionnelle de dirigeants de télévision et de médias. Et donc Pillman était toujours dans son personnage, complètement taré, et Vince McMahon pensait voir de ses propres yeux ce que tout le business disait sur Pillman depuis quelques semaines. Mais une fois qu'il est viré de la WCW, Pillman va rassurer Vince McMahon, il va rassurer Jim Ross, et il va dire non, tout ça c'est du faux, je veux quand même négocier avec vous, c'est simplement pour me créer un nouveau personnage. Et il finira effectivement par signer à la WWE quelque temps après avoir eu ce terrible accident de voiture qui mettra indirectement ou directement, c'est comme on veut, fin à sa carrière. Donc après, on connaît la suite, retour sur le ring, repoussé de près d'1 an, opération multiple, angle avec Austin pour justifier son absence,
et retour à des années-lumière de ce qu'il était. Et quelques mois après, malheureusement, il va décéder. Mais son décès, comme on l'a dit dans la première partie de la vidéo, il est lié à une malformation cardiaque génétique. Et quand on fait la liste, ça rejoint un petit peu ce que je disais à l'instant sur le destin, quand on fait la liste de tout ce qu'il a vécu entre début 96 ou fin 95 et son décès, on dirait vraiment qu'on est dans un mauvais film où des choses incroyables s'enchaînent, qu'elles soient liées au destin ou attirées par son propre comportement. Environ 5 semaines avant sa mort, Jim Ross, qui était resté un ami proche de Brian Pillman, l'avait conseillé plusieurs fois au sujet de ses problèmes. Et il lui avait même demandé de faire un petit test de dépistage de drogue. Et Pillman, assez légitimement, était vraiment furieux qu'on lui demande ça, parce qu'il n'était jamais allé sur un show télé ou sur un house show dans un état qui faisait qu'il n'était pas capable de travailler correctement. Donc pour lui, il ne voyait même pas la raison pour laquelle on lui demandait de faire ce test. Mais c'est vrai que juste avant son décès, sa femme Mélanie aussi était inquiète au niveau de la quantité d'analgésique qu'il était qu'il était obligé de prendre, et surtout par rapport à la quantité de drogue qui circulait dans les vestiaires de l'époque. Donc voilà, c'est toujours c'est pas pour de la bœuf ou des stéroïdes, dans la grande majorité, que les mecs passent, qui cannent, comme dirait l'autre, c'est plutôt sur des combinaisons d'alcool et de médicaments que ça se passe à ce niveau-là. Donc Pillman, là, il se sent persécuté par la WWE et par sa femme, car son mariage bat de l'aile. Il refuse le test, il refuse la cure de désintox aussi que lui propose la WWE, et il dit fièrement que la rehab, la désintox, c'est pour les losers. Et comme il avait le sentiment que la WWE était la raison pour laquelle son mariage était en crise, il a souhaité quitter la WWE justement en demandant à ce qu'il soit libéré de son contrat pour pouvoir se focaliser sur sa vie de famille et son mariage. À ce moment-là, il avait en tête de retourner à la WCW, tout simplement, mais la WWE ne le libérera pas de ses engagements contractuels. Avant son décès, il y a beaucoup de problèmes qui se précipitent. Il y a des problèmes de mariage, séparation, divorce, injonctions diverses et variées qu'il ne respectera pas. Bref, il perd un petit peu le contrôle de sa vie, à tel point qu'il sera retiré du house show du 3 octobre, donc la veille de son dernier match, à Saint-Paul dans le Minnesota. On en a parlé dans le premier épisode, et lors de ce show du 3 octobre, en fait, il devait affronter Goldust. Et parallèlement, Ken Shamrock devait affronter Triple H, et finalement, ce sera Triple H, Goldust qui s'affronteront lors de ce show, suite au retrait de Brian Pillman, un Goldust Triple H qui est assez symptomatique de tout ce qu'on a pu voir pendant au moins 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 1997, mais ça vous le savez déjà si vous faites partie des abonnés exclusifs de la Monday Night War. Donc il reste malgré tout prévu au pay-per-view, mais il sera retiré de tous les house shows des vendredis soirs d'octobre, afin qu'il puisse être présent à un cours sur la gestion du contrôle de soi, ordonné par le tribunal, concernant, comme je le disais avant, des injonctions qu'il n'avait pas forcément respectées. Et le 4 octobre, donc la veille de sa mort, un samedi, il affronte Goldust dans le dernier match de sa carrière, alors que le dépistage de drogue qu'il fut contraint de faire revient négatif, à l'exception des analgésiques sur ordonnance et une toute petite quantité de décaduraboline, un stéroïde que l'on abrège en général par déca, toute petite quantité. En tout cas, il ne sera pas suspendu, parce que soit il avait effectivement une ordonnance pour avoir ces analgésiques, soit il y avait une quantité de stéroïdes tellement minime que finalement on ne va pas lui en tenir grief. D'autant plus qu'il avait dit qu'il les avait pris pour accélérer sa remise en forme. Et puis c'est vrai que le déca, ça peut rester très longtemps dans le corps, même après de nombreuses semaines après l'arrêt du produit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas été suspendu. D'ailleurs, Pillman était un fervent défenseur du sport clean, parce qu'il avait souffert d'effets secondaires quand il prenait des stéroïdes quand il faisait du foot américain, il y a de nombreuses années. Et au début de sa carrière de catcheur, il en avait aussi pris, sans parler de nombreuses déchirures musculaires qu'il attribuait à tous les stéroïdes. Donc il avait tout un passif à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il s'était engagé dans la promotion du sport clean, du catch clean, pour dire que finalement ça n'en vaut pas forcément la chandelle, et qu'il faut faire attention et que ça n'est jamais anodin. Jamais anodin lorsqu'ils sont mal utilisés ou utilisés en trop grande quantité. Le jour du pay-per-view de Bad Blood, malgré le décès, le pay-per-view a continué.
Ce n'est pas étonnant finalement, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en mai 1999, lorsque Owen Hart est mort pendant le show sur scène, il n'y a pas de raison qu'il ne maintienne pas le pay-per-view en apprenant le décès de Brian Pillman. Vous verrez dans le prochain épisode qui sera consacré à Louis Piccoli que la WCW en février 98, là par contre, on est dans un level de fils de puterie assez élevé quand même. Donc le match qu'il opposait à Dude Love devait occuper un segment qui allait de 25 à 30 minutes. Donc au pied levé, l'absence de ce match fut comblée par un match de mini mexicain et un match par équipe 4 contre 4 avec les Disciples of Apocalypse contre les Boricuas. 2 matchs de remplissage, Dieu merci. Le main event sera l'un des plus grands matchs de l'histoire parce que c'est 2 matchs de remplissage. Oui, on s'en souvient pas, en tout cas on s'en souvient pas pour les bonnes raisons. Le lendemain, lors de Raw et de Nitro, la WCW et la WWF ont ouvert leurs émissions avec des hommages, avec surtout un hommage beaucoup plus poignant à la WCW, à la WWF, pardon, avec tous les catcheurs qui sortent sur le stage, le visage de Brian Pillman sur l'écran et les 10 coups de cloche pour lui rendre hommage. Du côté de la WCW, c'était un bref graphique, et par contre, il ne sera jamais mentionné dans le reste de l'émission. La WWE donc a fait ses coups de cloche, mais ça s'arrête là, car vous le savez probablement, après avoir vu Dark Side of the Ring, lors de ce Raw, nous aurons une mise en scène de l'interview de Mélanie, toute jeune veuve, encore sous le choc, ne sachant pas ce qui lui arrive, avec des questions vraiment de pute de la part de Vince McMahon, du genre alors, Brian Pillman, la drogue, tout ça, et évidemment, on est en direct à la télé. C'est assez contradictoire au niveau de la démarche entre l'hommage et quelque chose de... Ouais, ça se fait pas, quoi. Enfin, certains vont dire ça ne m'étonne pas, peut-être que je peux le dire aussi, mais voilà. Toujours est-il que même s'il y a eu un bel hommage en début d'émission, il a été totalement éclipsé par la saloperie du segment et de l'interview de Mélanie Pillman. Puis ouais, oui, honnêtement, c'est une belle manière de salir sa mémoire. Finalement, ouais, presque de la même manière que le fera la NWO, la WCW, quelques mois plus tard, 5 mois plus tard, lors du décès de Louis Piccoli. Et après ce Raw, eh bien, plus aucune mention de Brian Pillman, plus trop d'hommages pendant encore des années et des années. On essaye d'étouffer le truc de peur que, comme je le disais, les bruits concernant les stéroïdes et tout ça ne ressortent au sein de la presse et des médias mainstream qui avaient déjà suffisamment entaché Vince McMahon et la WWF en 92, 13, 14. Bref, c'est là-dessus que se termine, le décès de Pillman, son hommage, son existence malgré tout. Il disparaîtra à tout jamais avant de revenir avec le très bon épisode de Dark Side of the Ring. Et c'est là-dessus que, de mon côté, je vais conclure cet épisode en vous remerciant de l'avoir regardé jusqu'au bout et en espérant que ces cristallisations sur les catcheurs qui nous ont quittés trop tôt vous plaisent. Et puis, comme ça a été mentionné dans le premier épisode et dans celui-ci aussi, vous savez que le rendez-vous est déjà pris dans quelques semaines, quelques mois, pour le prochain épisode qui sera consacré à Louis Piccoli, beaucoup moins connu, mais qui finalement quand même était membre de la NWO lorsqu'il est décédé. Et il est décédé dans l'anonymat le plus complet. D'ici la prochaine vidéo les amis, abonnez Monday Night War ou non, je vous salue, je vous embrasse, et n'oubliez pas surtout, avant que je dise bye bye, de regarder du catch 24 heures sur 24. Bye bye.